Micro numéro 1. Merci. J'aurais aimé, M. Poisson, venir au micro et vous dire merci, mais ça aurait été court et ça aurait été très agréable pour moi. Mais ce n'est pas le cas. Puis une petite précision dans votre discours. En juillet dernier, il y a eu une rencontre, M. McCauley et M. Perdue à l'île du Prince-Édouard, où M. Perdue a annoncé qu'il ne réclame plus la fin de la version de l'offre. Fait qu'à partir du mois de juillet, aller jusqu'à aujourd'hui, il aurait fallu que vous arrêtiez de dire que vous avez sauvé la version de l'offre parce que les Américains, ils visaient la clause 7. Mais je vais commencer mon intervention. On va faire un peu d'histoire. Si on commence là, quand il y avait la campagne électorale, on était dans la crise du lait diafiltré. Vous m'avez dit, on va le régler quand on va arriver au pouvoir. C'est pas facile à régler. C'est soit du lait, soit un concentré. Il ne peut pas être les deux. Vous ne l'avez pas réglé. Premier manquement à votre promesse. Vous nous avez dit, on est en égo là, avec le deuxième parce que M. Trump avait flushé le PTP. On est en égo encore, puis il faut faire attention à nos partenaires. OK. Là, on continue. Vous nous avez dit, parce que le problème de la diafiltré restait, réglez-le. On l'a réglé. Ça a pris 2 ans. On s'est assis avec nos transformateurs, puis on a travaillé. On a fait la classe 7, on a fait la stratégie nationale des ingrédients. Là, on arrive, puis vous, encore avec la LENA, vous nous dites, quand le deuxième PTP a été signé, là, vous étiez là, Monsieur Champagne nous a dit, écoutez, on a laissé l'ouverture parce que si les Américains veulent l'ouverture dans la LENA, ils ont juste à réintégrer le PTP. C'est pour ça qu'on ne l'a pas enlevé, l'ouverture du 3.2. On vous a cru. Il arrive la conclusion de la LENA, la nouvelle LENA, encore une ouverture. Donc, la promesse que vous nous avez faite, elle n'a pas tenu. Vous nous avez dit qu'il n'y en aurait pas d'ouverture pour les Américains. Il y en a eu. Vous avez démantelé le travail qu'on a fait avec les transformateurs. Ensuite, quand il y a eu cet accord-là, vous nous avez dit, ça, il n'y a pas un, il n'y en a pas 2, il y en a 3 qui sont venus nous rencontrer à Ottawa pour nous dire, écoutez, là, le texte américain, là, il y a des choses là, que ça ne fait pas partie de l'entente. Non, faites-vous-en pas, là, calmez-vous le pompon, là, calme-toi le temps. Je me suis fait dire ça. Calme-toi, là, il n'y aura pas la souveraineté, là. Bon, encore cru, hein, tu veux, ils nous le disent. On voit le texte final, l'atteinte à la souveraineté est là. 3e fois que je me fais mentir. Je l'ai dit à M. Trudeau, quand on s'est rencontrés à Montréal. Puis ça fait 3 fois que je me fais dire, il n'y aura plus de concessions dans les nouveaux accords. Ça fait 3 fois. Un, c'était pas votre parti, c'était M. Edfas. Après ça, ça a été M. Champagne. Puis là, c'est M. Trudeau qui me le dit. Je ne sais pas quand ça va être vrai. Là. Mais là, à date, ça donne des... ça me laisse perplexe un peu. Fait que là, vous avez eu une question à se me passer en chambre sur l'ouverture là, de la concession de la souveraineté. Vous avez répondu que vous travaillez sur des concessions. C'est pas ça la question. C'était pas ça la question. La question, c'est comment on va administrer notre plan conjoint, comment on va administrer notre politique agricole laitière avec les concessions que vous avez faites. Vous avez lu tantôt là, un extrait de l'entente, je vais vous en lire une, moi, qui est dans le chapitre 3 à 12, l'article 12, B. Bon, afin d'établir une nouvelle clause, les parties tiennent des consultations avec l'autre partie sur demande et permettent sa participation dans le processus réglementaire public portant sur le projet de mesure prévoyant l'établissement, la modification et la révision d'une clause de lait et tient compte de ses commentaires dans la prise de décision. Ça commence à avoir le bras long pas mal, ça. Est-ce que le gouvernement canadien va avoir la même attitude qu'il a eue avec nous autres, les producteurs laitiers du Canada, de nous écouter, mais pas tenir compte? Ou ça va être vraiment là, que quand les Américains vont dire non, pas bon ça, là, efface ça. Là, moi, ma question, là, comment on va administrer la politique laitière canadienne avec cette concession de marché? Merci, Bruno, pour la question. Bien, en fin de compte, tu as mis le contexte vraiment là, en évidence.
Mais je retiens que ta question, c'est comment est-ce qu'on va faire là, pour que les concessions qu'on a données, de quelle façon qu'on va pouvoir les administrer à cette heure. Je l'ai dit tantôt, il va y avoir des tables de travail. Vous avez choisi, à ce que je cherche, vous avez déjà choisi ces gens-là sur la table de travail. Vous allez nous emmener des solutions, puis ensemble, on va travailler, justement, pour être capable de répondre à nos engagements qu'on a eus avec les États-Unis et le Mexique. C'est avec vous autres qu'on va le mettre en place. Micro numéro 2. Oui, Daniel Gobeil, producteur de lait du Québec. C'est un petit peu dans la même... je ne referai pas l'histoire, mais un mot que j'ai entendu, M. Poisson, c'est la croissance. Beaucoup de croissance puis des belles ententes. Mais le secteur laitier a donné sa croissance pour les 5-6 prochaines années aux autres pays. Je le sais il y a eu des gains là, dans quelques secteurs, mais le secteur laitier, vous l'avez dit, les jeunes, on a levé l'incertitude dans le monde économique au Canada, mais le secteur laitier est plongé dans l'incertitude. Là, on s'en va sur des comités. On a formé 2 beaux comités. On a déjà été consultés dans d'autres circonstances. Puis on a sorti de là échaudé. Parce que justement, des consultations, on sait que ça peut avoir le double... on peut donner... tout peut aller d'un bord comme de l'autre. Fait que moi, je vous demande quelques points. Point 1, c'est certain qu'on a une motion unanime à la Chambre des communes, que votre parti a voté en faveur, que les compensations, les mesures d'atténuation seront pour les 3 ententes qui ont été signées par le Canada au cours des dernières années. Je vous demande que les comités de travail, puis fiez-vous sur nous, là, la relève, on est capable de les consulter, on parle à ces gens-là, puis on va être touchés pendant 19 ans, puis c'est important d'être encore ici dans 20 ans. Fait que malgré mes cheveux blancs, là, je suis pas si vieux que ça. Fait qu'on est capable de trouver des moyens pour rester, puis des façons simples, puis pour pouvoir là, investir sur nos fermes, puis arrêter l'incertitude qui prévaut. Puis dernier point, vous avez vu, là, j'ai lu votre biographie, puis le premier mot, c'est agriculteur. On a vu là, une politicienne se lever debout pour des Ontariens francophones. Est-ce que M. Jean-Claude Poisson, agriculteur, député de la Prairie, va rester debout pour les agriculteurs du Québec, du Canada, si, là, suite à tous ces travaux-là, les résultats ne sont pas satisfaisants pour les producteurs laitiers du Canada? Donc, as-tu 2 ou 3 questions? Oui, ça ressemble à 2-3, là. Bon, c'est certain que si on s'assoit ensemble puis on part avec l'idée, bien, on ne s'entendra pas. Je pense qu'on part négatif en partant. Il faut dire qu'on va travailler ensemble pour avoir de quoi de satisfaisant, autant pour les producteurs que pour le gouvernement. Les jeunes, on y tient. On y tient à ce que les jeunes soient à la table, surtout quand on parle de la table de vision, qu'est-ce qu'on voit de notre agriculture d'ici 20 ans, on y tient que nos jeunes soient à cette table-là. Là, tu me demandes si je m'en vais me tenir debout, mais en tant qu'agriculteur. Mais depuis le début, je me tiens debout. Je me suis toujours tenu debout. Si j'ai dû prendre des décisions, je dois prendre des décisions pas seulement en tant que producteur laitier. Il faut que je prenne des décisions pour l'ensemble de notre agriculture. Ce n'est pas juste les familles sous gestion de l'offre que je prends des décisions. Il y a des gens qui viennent nous voir dans d'autres productions puis ils veulent qu'on signe des ententes. Je dois être reconnaissant envers l'ensemble de l'agriculture. Je vais voir comment les textes vont évoluer, comment nos ententes vont évoluer, mais c'est certain que je vais prendre une décision pour l'ensemble des producteurs et des productions. C'est bon. Regardez, regardez si on veut y arriver, là, je vais vous demander des questions vraiment courtes. Je vais demander 3 questions, Jean-Claude, si tu veux juste les prendre en note. On va y aller avec 3 questions. Micro numéro 4, rapidement, s'il te plaît, Sylvain. Bonjour, M. Poisson. Sylvain Pion, producteur de grains. Regardez, vous avez fait le topo de l'agriculture pas mal. Là. Je pense que vous avez une bonne lecture. Là. Où que ça l'accroche, c'est que
les bottines ne suivent pas les babines, là. Regardez, là, les montants d'argent qui ont été... moi, je vais vous parler des montants d'argent pour Agriculture Canada, puis le budget du partenariat canadien. Au cours des dernières années, là, ça a baissé à près de 40 %, malgré l'augmentation de productivité là, de 60 %. On peut s'entendre que les 10 dernières années, là, on a eu un petit peu les défis climatiques aussi. Ce n'est pas juste les bonnes années qu'on a eues. On sent qu'il manque de liquidité, que les programmes ne font pas la job. Vous avez parlé d'investissement tantôt. Mais pour être capable de faire l'investissement, avoir de la croissance, il faut avoir des programmes de protection des risques qui sont adéquats. Puis, on ne peut pas être en mesure de constater qu'ils sont présents. La question, est-ce que le gouvernement s'engage à investir de façon importante dans le budget de l'agriculture et les programmes de gestion de risque, incluant les programmes spéciaux ad hoc, avec les liquidités nécessaires? Merci. On y va avec le numéro 6. Question rapide, s'il vous plaît. Oui. Alors, mon nom est Marie-Chantal Aude, productrice de lait, de brebis et de fromage. Il y a un engouement sans précédent pour les produits locaux. On l'a vu, les consommateurs demandent des produits locaux, des produits canadiens. On l'a vu dans le lait de vache. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a plein d'autres. Le libre marché que vous avez concédé donne la possibilité aux consommateurs du libre choix. Ma question, comment un consommateur peut-il exercer son droit de libre choix quand l'origine des produits n'est pas affichée sur le produit? C'est bon. Afin d'être cohérent et responsable envers les consommateurs canadiens, il est urgent que le gouvernement y mette obligatoire l'étiquetage de l'origine des produits et qu'il soutienne et ils investissent dans les agences gouvernementales, ACIA, pour faire respecter ces nouvelles mesures. Parce que, M. Poisson, vous l'avez dit vous-même, je termine dans 10 secondes, la qualité de nos produits canadiens n'est plus à faire. C'est celle qui vient d'ailleurs qui m'inquiète. Et c'est la sécurité et la santé des consommateurs canadiens qui m'inquiètent. Voilà. C'est beau. Merci. Micro numéro 3. Bonjour. Marc-Antoine Turcotte, producteur Pomicole, Capitale Nationale. Vous avez parlé de la main-d'œuvre étrangère tantôt. Vous avez dit qu'il y a des mesures qui seraient mises en place pour améliorer la situation. Je voudrais quand même porter à votre attention que depuis 2015, pour les travailleurs du Guatemala, on s'est fait imposer un deuxième permis de travail pour le deuxième employeur. Ça demande beaucoup de paperasse, des frais, puis surtout des délais de traitement extrêmement longs. Donc, depuis 2015, on interpelle annuellement votre ministère, celui de l'Immigration et de l'Emploi, puis depuis ce temps-là, il n'y a toujours rien qui a été réglé, même que la situation s'est détériorée. Cette année, il y a plusieurs entreprises qui ont reçu leur permis, soit avec beaucoup de retard, ou bien même dans notre région, il y a un producteur de pommes de terre qui attend encore ses permis. Donc, les patates sont encore sous la neige. Fait que le système présentement, là, il est complètement contre-efficace. Il est contre-productif, inefficace, excusez. C'est complètement un gaspillage de temps et d'argent. La question, à quand un permis de travail ouvert à tous les travailleurs étrangers agricoles, au même titre que celui qui est en vigueur pour les travailleurs mexicains? Puis peut-être aussi, mettons la deuxième question, là, pour 2019, on fait quoi? C'est bon. Parce que là, les demandes sont parties. Est-ce que vous engagez à ce que les délais de traitement soient respectés? C'est bon. Micro numéro 1, rapide, s'il te plaît, Gilbert. Oui, merci. Gilbert Perrault, producteur de lait. Monsieur Poisson, vous avez créé beaucoup d'incertitudes avec la signature de cette entente-là dans nos campagnes, beaucoup d'isolement des gens. On voit de la détresse psychologique. Puis en même temps, le plus dérisoire pour moi, que vous annoncez cette semaine que le ministre fédéral va investir en santé mentale. Si on est capable d'avoir des revenus puis de la sécurité dans nos campagnes, on n'a pas besoin d'agir en santé mentale. On est capable de survivre nous autres-mêmes. Avec l'incertitude que vous avez créée, vous avez cru bon de mettre de l'argent là-dedans. C'est très inquiétant. On va y aller. Oui. Micro numéro 1, Gilbert. Merci. Bien, bonjour, M. Poisson. Gilbert Marquis, Bas-Saint-Laurent. Vous avez parlé de sécheresse. Moi, j'en ai parlé depuis... Ça fait 5 mois que j'en parle. Ça fait 5 mois. On a travaillé avec le MAPAC, la financière agricole, les membres de la Confédération, notre fédération. On a mis un bureau de coordination au Bas-Saint-Laurent. On est le Bas-Saint-Laurent. Ça fait 2 ans.
2 ans, 2018, 2019, qu'on vit sa problématique-là. Et c'est sûr que vous mettez des sous là-dedans. Hein, on comprend ça. Mais si vous en mettez, vous pouvez en donner aussi. J'ai un petit... je vais prendre la peine de vous le lire pour que vous compreniez bien l'enjeu du Bas-Saint-Laurent. Saguenay-Lac-Saint-Jean a été touché aussi, l'Abitibi et Gaspésie-des-Îles. Parce que vous savez, quand nos producteurs nous disent une chose, je vais me permettre, Martin, d'allonger un peu. Pas trop, par exemple. Mais gars, vous me sortirez. Juste un peu. Vous me sortirez. Moi, ce que je veux vous dire, là, c'est quand mes producteurs me rencontrent puis viennent me voir, ils sont obligés de vendre des animaux pour être capables de nourrir ceux-là qui leur restent. Pas facile, ça. Des ballerons à 40, 50 puis 90 piastres, là, c'est assez difficile. On a eu une avance, on a eu une deuxième, mais la troisième qui va sortir, j'espère que vous allez sortir l'argent de vos poches. Je vais vous lire ce qui suit. Les producteurs ont accès à un programme d'assurance récolte afin d'être protégés contre les risques associés aux conditions climatiques. L'été 2018 a été exceptionnellement sec dans certaines régions du Québec, ce qui a affecté particulièrement les plantes fourragères. Les paramètres actuels du programme ne sont pas en mesure de refléter fidèlement les pertes moyennes des producteurs assurés et de les indemniser adéquatement. Face à cette situation, la financière a proposé à votre ministère de moduler certains paramètres de calcul des pertes qui permettraient de verser des indemnités plus représentatives des pertes subies principalement pour certaines régions touchées par la sécheresse. Or, bien que votre ministère est en accord pour modifier les paramètres pour 2019, elle n'a pas autorisé la financière à appliquer cette modification pour la récolte 2018. Moi, ce que je veux vous dire, là, s'il y a quelqu'un qui aurait mis ses culottes là-dedans, ce dossier-là, bien, ça serait réglé, puis mes producteurs auraient pas mal plus d'argent dans leur poche. Quand on demandait, là, la plante qui a fait sa croissance 45 jours, au bout de 45 jours, elle est morte. Québec, il y a 3 jours de pluie, là, puis 4 jours, on demande 6 à 10 jours. Elle va rester morte, la plante? Elle est morte. Ma question est celle-ci. Comment justifiez-vous votre refus aux producteurs touchés, dont plusieurs sont dans la salle en ce moment? Merci. OK, on va y aller. Là, je vais vous demander, parce que c'est de respecter aussi les autres sur le micro. Micro numéro 6, répète s'il te plaît, Éric. Éric Van Wenden, président des maraîchers du Québec. La CIA demande à partir du 15 janvier une licence pour le commerce interprovincial et l'exportation. Jusque-là, ça va. Dans la licence, on demande un contrôle des risques. Ça, c'est un dossier majeur pour certaines fermes et incontournable pour d'autres aussi. On va avoir besoin d'accompagnement, puis on va avoir besoin de tolérance. Suite à l'épisode des laitures romaines, les Canadiens seront-ils rassurés que les produits vendus dans les chaînes respectent les normes? Les inspecteurs de la CIA font-ils le travail aux frontières canadiennes? Ou on s'est mis des normes élevées au Canada. La réciprocité des normes sera-t-elle respectée ou les consommateurs canadiens sont réellement en danger? C'est beau. On y va très rapidement, le 3. Il me reste 1 minute et demie pour les 3 questions. On y va. Ma question a été posée par l'autre monsieur tantôt pour son vote. Moi, je veux juste dire, je fais partie de la relève. Au mois d'août, on est allé devant les bureaux pas d'août, septembre, on est allé devant les bureaux de M. Trudeau, la relève, puis on est allé dire, puis je suis allé avec mes 3 filles, là, on est allé dire, on veut pas vous toucher à la gestion de l'offre, puis la représentante était là, ah oui, on va vous aider pleinement, puis regardez ce que vous avez fait pour la relève, vous avez rien fait. Puis là, vous êtes en train de dire qu'à la table, on va parler avec la relève, on vous a envoyé un message clair, de ne pas toucher à la gestion de l'offre. Puis on avait du monde de l'Alberta, des autres provinces au Canada qui sont venus aussi dire un discours. Je pense que le message est clair. Fait que j'espère que quand vous allez voter, pensez-y, vous êtes représentant pour le Québec, vous avez 40 personnes au Québec du Parti libéral, bien pensez-y 2 fois parce qu'on est des gros producteurs de la gestion de l'offre au Québec. Fait que pensez-y 2 fois avant de voter. C'est beau. Merci.
Il reste 1 minute pour vous deux en avant. Oui. Oui. Moi, je vais prendre le temps de la réponse aussi parce que j'en veux pas de réponse pour me faire mentir. Présente-toi. Jean-Claude, tu n'as pas besoin de prendre de notes. Pierre Girard, Saguenay. Nous autres, le premier ministre, il est venu une couple de fois dans notre région, dans la campagne électorale. Il a fait des promesses. La première fois qu'il est venu, mon organisation m'a demandé de ne pas me présenter parce que l'expérience qu'on avait eue avec Maxime Bernier, quand tu pousses un rat dans le coin, tu ne peux plus rien faire avec. Fait qu'ils m'ont demandé, gars, Pierre, il faut y parler, on va y faire confiance, on va y donner une chance. Il est venu à la baie, sur mon panneau de pick-up, nous promettre qu'il allait protéger la gestion de l'offre. Encore là, je me suis mis en arrière de la foule, puis quand j'étais pour y parler, ils m'ont tenu, je me suis pas rendu. Là, je peux vous dire, gars, moi, j'avais des notes, je n'en ai pas besoin. Les agriculteurs, là, de ma région puis du Québec, c'est du monde honnête. On s'est fié. On s'est fié, on s'est dit, gars, peut-être qu'il va faire de quoi. Mais le prof d'art dramatique, qui est à la tête de notre pays, il a protégé la culture puis il a fait sauter l'agriculture. Moi, quand il était dans la première campagne électorale, tu es venu chez nous, Jean-Claude, avec Denis Lemieux. Moi, j'ai dit à Denis Lemieux, j'ai dit jamais je voterai pour Trudeau, c'est un imbécile. Denis Lemieux m'a dit, gars, on comparait Stéphane Harper, Denis Lemieux m'a dit, Pierre, t'es-tu mieux de voter pour un premier ministre pas fort avec des ministres forts qui vont réussir à faire avancer les dossiers qu'un premier ministre trop fort qui n'écoute pas ses ministres? Bien, présentement, moi, j'estime qu'on a un premier ministre pas fort, puis il faut que ses députés ne soient pas forts en maudit. Je n'ai pas sacré, en maudit pour le laisser aller dans toutes les conneries qu'il nous fait, partout dans le monde. On passe pour des imbéciles. C'est beau, Pierre. Il a compris. Merci. C'est bon. C'est rien que je me suis éloigné pour me calmer. Pierre. Merci. OK, rapidement. Oui, René Roy, producteur de porc. On a parlé de la gestion de l'offre. Au niveau des productions qui exportent, on a trouvé malheureux du côté de l'exportation porcine que la double inspection que la double inspection reste. Ça aurait été un dossier qui aurait pu être avancé. Ça rend les échanges injustes. Je voulais revenir aussi sur l'annonce que vous avez faite au niveau de la santé mentale. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Puis, on est content de voir que le dossier a avancé, de l'argent est mis. Mais ça serait important, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez une idée d'une coordination nationale où la santé mentale serait mise en place pour les producteurs? Parce qu'on le sait, ça ne touche pas juste les familles, ça touche aussi notre gestion, ça touche le bien-être animal. J'aimerais savoir, là, c'est quoi vos enlignements là-dessus. Merci. C'est beau. Jean-Claude? Essayer de répondre le plus fidèlement possible parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a plusieurs, là. Bon, M. Pion, vous m'avez demandé concernant le financement, les montants de financement. Il y a une partie de ces montants de financement-là qui ont été redirigés, que ce soit à la CIA, il y a eu des argents qui se sont en allés de ce côté-là, mais aussi dans la prévention. Il va y avoir des argents qui vont être en prévention de ces budgets-là. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des baisses. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, il y a eu des baisses, mais pas aussi grandes que les seules que vous avez énumérées. Concernant Mme Marie-Chantal, l'étiquetage, oui, les aliments devront être étiquetés du pays d'origine lorsqu'ils vont arriver ici. Donc, si je ne me trompe pas, c'est à partir du 14 janvier. Tous les produits qui arrivent de l'extérieur doivent être étiquetés du pays d'origine. Et puis, c'est vrai que présentement, vous êtes sur une bonne aire d'aller concernant les consommateurs, parce qu'on voit que les consommateurs, vous faites un excellent travail en passant de mettre l'étiquetage sur les produits 100% canadiens ou surtout dans la gestion de l'offre. On voit que ça répond très bien. Mais pour vous dire que oui, il va y avoir l'étiquetage qui va être installé. Monsieur Turcotte, les travailleurs étrangers temporaires, nous avons rencontré régulièrement, je fais partie du caucus rural pour les gens qui ne le savent pas, je fais partie du caucus rural où c'est un de nos principales
ça fait partie des principales discussions, les travailleurs étrangers temporaires, l'accès et aussi toute la réglementation qui entoure les travailleurs étrangers temporaires. Nous avons parlé avec le ministre, mais nous avons parlé surtout avec le secrétaire parlementaire qui nous dit qu'il y a des changements qui s'en viennent. Est-ce qu'ils vont être installés pour le printemps? Je le souhaite, mais je ne suis pas le seul qui pousse dans ce sens-là. Nous sommes tout le caucus rural qui pousse qu'il y ait de quoi d'annoncer. Comme je l'ai dit tantôt, nous faisons en sorte que ça soit évalué plus rapidement aussi. Vous savez, au niveau des travailleurs étrangers, immigration et main-d'œuvre, c'est géré par Ottawa et Québec. Ce qui différencie des autres provinces, c'est géré par Ottawa. C'est plus long au Québec. Donc, pour la détresse, c'est Gilbert qui m'a parlé qu'on occasionne la détresse. Mais moi, là, de mon fait vécu, là, ici, là, de mon fait vécu, la détresse était là avant ces ententes-là. Je l'ai vécu personnellement. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a de la détresse. Oui, elle a monté d'un cran. Oui, on a un comité permanent à l'agriculture qui tient des audiences sur la détresse psychologique des agriculteurs à travers le pays. Présentement, les études ne sont pas terminées et il va y avoir des recommandations du comité permanent. Au Québec, on est en avant de plusieurs provinces, je dois le dire. Et c'est le système qu'on a au Québec qu'on va pousser pour qu'il y ait des travailleurs de rang à travers le pays. Mais de dire que c'est nouveau, c'est pas nouveau, la détresse chez les agriculteurs. Monsieur Van Winden, la laitue, oui, il va y avoir de la réciprocité. Le règlement qui va rentrer en force le 14 janvier, effectivement, il va y avoir une réciprocité. Les producteurs de l'autre côté vont devoir avoir une licence pour rentrer ici. Ils vont devoir respecter nos exigences pour pouvoir rentrer leurs légumes et c'est réciproque. La relève, oui, on veut que vous soyez à la table de négociation. On m'a demandé si je vais voter, il m'a reposé pour la deuxième fois, si je vais voter en tant que producteur ou en tant que parlementaire. Je vais voter, comme je l'ai dit, en tant que producteur, mais pour l'ensemble des agriculteurs, pas seulement pour une production ou des productions. Et puis, M. Girard, je pense que notre gouvernement a répondu. Peu importe ce que tu vas penser, Pierre, puis on se parle d'habitude assez direct. Notre gouvernement a gardé quand même la gestion de l'offre. Peu importe ce qu'on peut en penser. Et de dire que M. Perdue, j'ai entendu tantôt M. Perdue, il voulait juste s'attaquer à la classe 7, mais M. Trump, lui, c'est à l'élimination de la gestion de l'offre. Donc, on a gardé la gestion de l'offre. On reconnaît qu'il y a des pertes. Il va y avoir des tables de travail et c'est à vous autres à venir dire justement à quoi vous vous attendez dans les règlements. Merci. L'assurance récolte de froid. Oh, excuse, oui, je m'excuse. Oui, très important. Très important. J'ai passé par là en passant. Ça m'est arrivé d'acheter du foin à 70$ la balle chez moi. Dans les années 90, à part ça. C'était assez spécial. Présentement, il y a l'encadrement du programme qui est, selon les règles, ne vous répondent pas à ce que vous avez perdu. J'ai entendu dire, puis vous allez peut-être me le confirmer, ça représente environ 3000 producteurs qui ont été affectés. On m'a dit qu'il y a une moyenne d'environ 8000 $ de pertes par producteur. On parle de moyenne. Et qu'il y a eu 6 000 $ de données de moyenne. Il y a un manque, je vous l'accorde. Par contre, on ne pourrait pas revenir en arrière pour dire, oui, on est prêt à s'asseoir avec Québec pour modifier le programme, mais on ne peut pas faire rétroactif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre solution. L'autre solution, c'est Agri-Relance. Et nous autres, Agri-Relance, c'est à la demande du provincial. Si on a la demande du provincial, on étudie après ça. Merci. Merci, Jean-Claude. Sur l'assurance récolte, juste une précision, c'est deux choses différentes. L'assurance Agri-Relance et l'ajustement des critères, c'est deux choses différentes pour des pertes qui sont différentes.
L'ajustement dans le programme, c'est pour compenser adéquatement des producteurs qui se sont assurés de bonne foi en pensant qu'ils couvraient leurs risques. Et finalement, ils ne sont pas couverts comme ils le croyaient. Et ça, n'importe quelle compagnie d'assurance devrait ajuster son programme parce que les producteurs se sont assurés de bonne foi. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de faire pour ce volet-là. Pour Agri-Relance, bien là, on fait les relevés, puis on est en train de voir s'il y aura lieu de faire des demandes. Mais sur le premier volet, c'est pas une question de rétroactivité. C'est une question d'ajuster un programme qui aurait dû couvrir les pertes pour lesquelles ces producteurs se sont assurés. Alors ça, je vous demanderai de continuer à y travailler. Je sais que c'est les réponses qu'on a eues jusqu'à maintenant, mais je vous demanderai de continuer d'y travailler. Bon, je te remercie, Jean-Claude, pour ton mot.